Je m'appelle Ousmane. J'avais 11 ans quand cette photo a été prise. J'étais alors insouciant. J'enlace mon père. Ma sœur cadette Fanta, assise sur les genoux de ma mère, ce fut la dernière photo de moi avec mon père. Il est mort peu de temps après. C'était la volonté de Dieu, disait ma mère. Mon père travaillait dur. Il avait à peine le temps de vivre. Il voulait que ma mère soit fière et surtout, il voulait que mes frères, mes sœurs et moi ayons une bonne éducation. Quand il est mort, nous n'avons pas de revenus. J'aimais l'école, mais je devais gagner de l'argent pour aider ma mère. Mon oncle me paye pour laver les voitures dans son garage. Parfois, ceux qui sont allés en Europe y amènent leur voiture. Ce n'est pas avec l'argent que mon oncle me paye que je pourrais m'offrir une voiture comme eux. Beaucoup de mes amis sont allés en Europe. Je suis leur vie sur Facebook. Belle maison, voiture flash, vêtements de marque. Je ne vais pas mentir, je suis jaloux d'eux. Je rêve de la même chose, nous tous. En migrant, je serai capable d'être quelqu'un dans ma communauté. Pas seulement un autre jeune de 17 ans à qui on demande de faire des travaux ici et là. J'aurai le respect. Il y a beaucoup de pression de la part de tout le monde. Ma mère veut que nous quittions la maison familiale. Nous partageons une chambre. Nous avons dû vendre notre maison à la mort de mon père. Les enfants rentrent de l'école en disant qu'ils ont besoin de livres, de stylos. Mes oncles me rabaissent en disant que j'ai besoin d'être un homme. Ils disent, tu n'es pas reçu. Arrête de boire du thé avec tes amis. Travaille. Ou sois comme Djanguine, ton cousin, qui nous envoie de l'argent chaque mois et qui construit déjà sa propre maison. Et si plus tard je vais marier, comment? Une fille choisirait une personne qui peut lui donner un avenir, pas moi. Les belles femmes sont réservées aux migrants. Quand je rentre à la maison, ma mère est au téléphone avec son frère aîné qui vit en Allemagne. Elle se dispute avec lui, elle pleure. Il est trop jeune. Ce n'est qu'un enfant. Et s'il lui arrivait quelque chose, comment pourra-t-il être sûr qu'il sera en sécurité? Plus tard dans la soirée, elle me parle. Mon oncle Modibo m'a proposé de m'aider à payer pour que je puisse aller en Europe. Il faut que j'y aille, maman. C'est ma chance. Mes amis et moi en avons discuté pendant si longtemps. C'est dangereux. Beaucoup de ceux qui partent ne donnent plus de nouvelles. Peut-être que l'Europe, le mode de vie les a corrompus. Tu le sais. Peut-être qu'ils ont abandonné leur famille. Ou peut-être qu'ils sont morts. Je l'ai entendu à la radio. Certains meurent dans la mer, d'autres sont torturés en Libye. Oncle Modibo a réussi à se rendre en Europe, lui. Il va bien. Il a réussi, mais c'était avant. S'il te plaît, réfléchis-y. Nous avons le champ de ton père. Tu es le plus âgé maintenant. Tu pourras l'exploiter, faire du maraîchage. Tu y construiras une petite maison à l'avenir. Avec quoi? Comme tu l'as dit, je suis plus âgé, pas un enfant. Je peux prendre cette décision. Et oncle Modibo va payer pour ça. Je ne peux pas refuser cette opportunité. J'irai et je reviendrai dans quelques années, comme d'autres dans le village l'ont fait. Qu'Allah te guide et te ramène un jour en sécurité vers moi. Eh Ousmane, arrête de effacer quoi de neuf? Rien. Ouais, c'est ça, allez, dis-nous. Mon oncle a téléphoné hier depuis l'Allemagne. Il veut que j'y aille. Il paiera le voyage. Ous, mon cousin est parti, tu sais. Il n'a même pas réussi à passer la Libye. Il ne peut pas dormir maintenant, je te dis. J'y vais. Ton cousin est faible, tu le sais. C'est un voyage pour les hommes. Comment comptes-tu te prendre? Je ne sais même pas par où commencer. Va voir Sido au magasin. Il paraît qu'il peut brancher les gens avec un passeur. Je le ferai. Mais réfléchis-y. Tu es juste jaloux. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Comment va la famille? Ça va, merci. Que veux-tu? J'ai entendu dire que vous pourriez m'aider T'aider? à aller en Europe. Chut, pas si fort. Retrouve-moi à l'arrêt de la boutique dans 2 minutes. Alors tu veux aller en Europe? Oui. Tu devras t'endurcir. Tu ne tiendras pas une journée sur la route comme ça. Pouvez-vous m'aider ou non? Je peux te donner le nom d'un type 50 000 francs CFA. C'est beaucoup. Pense à la que tu te feras en Europe. Ok. Et ensuite? Tu te rends à Gao, il t'aidera à partir de là. Apporte-moi l'argent et je te donnerai son numéro. 50 000. C'est beaucoup. J'appelle oncle Modibo pour lui en parler. Je te transférerai l'argent une fois que tu seras à Gao. Mais tu devras me rembourser, hein? Et comment vais-je me rendre à Gao? Payer l'homme ici? Tu trouveras bien. Je ne peux pas t'aider pour tout. Le mois qui vient est éreintant. Je lave les voitures chez mon oncle et je passe la journée à faire des petits travaux ici et là pour tout le monde. J'ai mal au corps. Je suis fatigué. Mais c'est le seul moyen d'arriver à Gao. Ma mère m'aide. Elle me donne ce qu'elle peut. Elle voit à quel point je le veux.
Je ferai tout pour que ça arrive. Une fois que j'ai l'argent, je le remets au commerçant. Il écrit un numéro sur un morceau de papier. Je le tiens fermement et je quitte rapidement le magasin. Je compose les numéros. Viens à Gao et téléphone-moi quand tu arrives. Combien est-ce que ça va coûter? 500 000. Voyage léger. Quelques jours plus tard, je prends mon petit déjeuner. Je suis assis en silence. Je suis énervé. Est-ce que je prends la bonne décision? Ma sœur Fanta me regarde bizarrement. Mes autres frères et sœurs parlent de leurs projets pour la journée. Ils ne savent pas. Seule ma mère le sait. Une fois qu'ils ont tous pris la direction de l'école, je me tourne vers ma mère. Fais attention. Ne prends pas de risques. Non, ça va aller. Voilà de l'argent. J'ai vendu une partie de terre de ton père. Mais... Juste au cas où. Ce que ton oncle envoie peut ne pas suffire. Merci. Et voici. Mes bénédictions t'accompagnent. Je vais te rendre fier de moi, maman. Je te le promets. J'ai toujours été fier de toi, Ousmane. Je traverse le village. Les femmes quittent leur maison pour aller installer leurs étals sur le marché. Les enfants courent partout, les livres à la main, en chemin pour l'école. Les hommes parlent au coin de rue. Ça va me manquer. C'est tout ce que je n'ai jamais connu. Comment se passera le voyage? Quand est-ce que je reviendrai? Je passe devant une maison qui contraste avec les cases et maisons de briques. Elle appartient à un homme qui vit en Europe. Il l'a construit pour sa famille. Ça sera bientôt moi. Le taxi Bruce passe dans mon village en milieu de matinée. Je m'assois sur un rondin et j'attends au bord de la route. J'ai peu de bagages, mon sac à dos seulement. Quand il arrive, je me glisse entre des femmes. Je m'endosse et je ferme les yeux. Mon cœur bat vite. C'est bon, je suis en route. Je change 2 fois de bus avant d'arriver à Bamako en fin d'après-midi. Là, je téléphone au numéro qu'un ami m'a donné pour une gargote. Je paye 250 francs par nuit pour être là, à attendre le départ d'un bus pour Gao. Bientôt, d'autres personnes arrivent et se rendent également à Gao. Nous ne parlons pas beaucoup, mais je me lie d'amitié avec un autre garçon de Guinée, Ibrahim. Il est plus jeune que moi, il n'a que 15 ans. Nous décidons de voyager ensemble. Après quelques jours, nous partons pour Gao en bus. Le voyage est long. Nous sommes trop nombreux dans le bus. Il fait chaud, très chaud, et je suis inquiet d'une attaque des militants terroristes. De temps en temps, nous arrivons à un poste de contrôle. Mon ami doit payer 1000 francs à chaque fois parce qu'il n'est pas malien. Parfois, la police est corrompue et me fait payer aussi. Je donne l'argent. Pourquoi discuter? Quand nous arrivons à Gao, je téléphone au passeur. Il me donne une adresse et me dit de le retrouver là-bas dans 2 heures avec l'argent. Mon oncle m'a envoyé un SMS avec un code pour collecter le transfert d'argent. Je lui donne ma carte d'identité et l'homme du guichet me regarde avec un air interrogateur. C'est beaucoup d'argent pour quelqu'un de ton âge. Réfléchis-y bien. J'ai entendu dire que le désert est plus dangereux que la mer même. Beaucoup ne reviennent pas. J'ai pris ma décision. Si je meurs, ça sera par la volonté de Dieu. Que Dieu te protège. Ibrahim me rejoint et nous nous rendons à l'adresse. Un homme se présente et nous dit de le suivre. Avez-vous l'argent? Oui, pouvez-vous nous en dire plus sur le voyage? Vous resterez ici jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de migrants pour faire le voyage jusqu'à Agadez. Je vais vous remettre à mon collègue. Il vous emmènera en Libye. Comment pouvons-nous vous faire confiance? Vous pourrez simplement prendre notre argent et fuir. Vous me confiez plus que de l'argent. Vous me confiez vos vies. Allez. Nous suivons le contrebandier dans la rue jusqu'à un entrepôt en périphérie de la ville. Il ouvre la porte. Les hommes sont allongés sur des tapis, d'autres sont blottis dans les coins en train de boire du thé. Les jours passent lentement sans rien à faire. Il fait chaud, il y a peu de nourriture. Puis un soir, le passeur vient me dire qu'il est temps de partir. On me demande de payer pour 5 litres d'eau. On me dit, tu en auras besoin? Je donne l'argent et tenant mon sac à dos, je monte dans un camion. Je sombre dans le sommeil pendant que la voiture fait des soubresauts. Soudain, nous nous arrêtons. Le passeur et son ami forcent certains d'entre nous à descendre du camion. Nous protestons et crions jusqu'à ce qu'un homme soit frappé à la tête et que le sang coule sur son visage. Nous voyons tranquilles, le chauffeur nous explique rapidement qu'il est illégal de faire passer des migrants au Niger, 20 ans de prison, et que nous devons attendre à la cabane au berger que son collègue vient nous chercher. Déconcertés, nous marchons vers la cabane et nous nous asseyons à l'ombre, à l'abri des regards, pour attendre. Il fait chaud et nous avons faim. L'eau que j'avais achetée pour le voyage est dans le camion. Ibrahim en partage avec moi, mais il n'y a pas grand-chose. Après ce qui semble être 2 heures, une voiture s'arrête.
Le chauffeur nous fait signe de monter sous la bâche et charge des sacs de riz sur nous pour que nous soyons cachés. Après un court trajet en voiture, nous arrivons dans une enceinte. Soudain, nous nous arrêtons. Une cour d'un seul étage entourée d'un mur sans fenêtre. Un homme sort d'une petite pièce pour nous saluer et nous demander de payer d'avance notre séjour dans le ghetto. Je paye le contrebandier à Gao. Il dit qu'il m'amènera en Libye. Ce ne sont pas mes affaires. Ce n'est pas une charité ici, Nabi. Je regarde autour de moi, des hommes et des femmes sont assis sous le soleil brillant et regardent devant eux. Je suis effrayé. Où vais-je aller si je ne paye pas? Je ne sais même pas où je suis. J'ouvre mon sac et je sors quelques billets que je donne à l'homme. Ibrahim et moi marchons vers un petit endroit à l'ombre et nous nous asseyons. Une femme se dispute avec l'homme, il l'attrape et la tire vers la maison. J'entends la femme crier. Les jours suivants passent lentement. De temps en temps, le garde ouvre la porte aux vendeurs avec des charrettes rouillées qui fossent des manteaux, de l'eau, des lunettes de soleil et des poteaux en bois pour se protéger contre la possibilité de tomber des camions dans le désert. Aucun d'entre nous ne parle beaucoup, préférant fixer les yeux vides sur la petite télévision. Au fur et à mesure que le groupe grandit, je me rends compte que je n'ai jamais été en présence de gens venant d'autant de pays. Guinée, Burkina, Sénégal, Gambie, Mali, Nigeria, Cameroun, des gens de toute l'Afrique de l'Ouest, jeunes et vieux, hommes, femmes et enfants. Une nuit, je suis réveillé par Ibrahim. Un groupe d'hommes armés nous conduit vers un pick-up à l'extérieur de l'enceinte. Je peux apercevoir dans l'obscurité un certain nombre de pick-up qui bordent la route. Un homme d'un certain âge me dit que notre groupe a de la chance, qu'il attend depuis 10 jours de pouvoir partir, que le dernier convoi n'est jamais arrivé. À la lueur des torches, je remarque que le camion est criblé d'impacts de balles. Les femmes et les enfants grimpent au centre. Ibrahim et moi sommes assis sur le bord, les jambes suspendues, tenant un bâton pour nous soutenir. Cette fois, je mets une bouteille d'eau dans mon sac que je garde près de moi. Il n'y a pas de route à travers le désert. Pour échapper à l'armée nigérienne qui arrête le convoi et saisit les voitures, les passeurs se forgent leur propre chemin à travers le vaste et inhabité Sahara. Notre vie est entre les mains du chauffeur. Un virage manqué et nous sommes perdus. Il n'y a pas de protection sur les camions. Le soleil nous brûle et le vent du désert remplit de sable nos yeux, nos bouches et même l'intérieur de nos oreilles. Quelques jours après le début du voyage, un pick-up de notre convoi tombe en panne. Les migrants ont de la chance. Ils sont redistribués parmi les autres voitures. Ils se retiennent de toutes les manières possibles par peur d'être laissés dans le désert. Alors que nous repartons, je fixe au loin le camion en panne, laissé aussi plus du sable comme beaucoup de camions partiellement submergés que nous avions passés. Qu'est-il arrivé à ces migrants? Les heures et les jours se confondent rapidement. La nuit, nous nous arrêtons pour dormir sur le côté du camion. Pendant la journée, nous rêvassons. Les pick-up roulent à toute allure dans le désert. De temps en temps, nous nous faisons une pause et nous nous servons dans un des bidons d'eau fixés au camion. Cette eau est notre source de vie. Chacun pour soi. Si ton bidon est fini, ton destin est entre les mains de Dieu. Combien de jours avons-nous fait? 4, 5, épuisement et soif. Je dois rester éveillé. Je dois rester éveillé. J'oscille entre conscience et inconscience. Le soleil me brûle la peau, la bouche est si sèche que j'ai mal à avaler. J'entends mon nom au loin, un faible. Ousmane, Ousmane. Je ne peux pas répondre. Je me sens m'échapper. Je me réveille dans une pièce humide. Mon corps me fait mal. Je lutte pour m'asseoir. Je reconnais un couple de migrants du pick-up. C'est des Maliens comme moi. Que s'est-il passé? Tu t'es évanoui de déshydratation. Où est Ibrahim? Où est-il? Il est tombé du camion. Il ne s'est pas arrêté. Il était trop faible à cause de la chaleur. Je suis assis en silence pendant un moment, en fixant le mur du regard. Où est mon sac? Nous avons été cambriolés. Tu ne t'en souviens pas? Des hommes armés de machettes. Ils ont pris tous nos biens et même 2 des femmes. Où en sommes-nous? Les passeurs nous ont vendus. C'était organisé dès le début. Ils se sont moqués de nous quand ils ont dit qu'il y avait transféré de l'argent. L'homme de Gao? Oui, lui. J'avais entendu dire que cela s'est passé, mais je ne pensais pas que c'était vrai. Possible, quelqu'un de notre propre pays. Je m'allonge sur le sol en regardant le plafond sale. Je suis enfermé ici sans rien, dans une pièce vide avec d'autres hommes et garçons. De temps en temps, des hommes armés de fusils nous traînent dehors et nous battent, nous torturent,
Parfois, ils nous filment pendant qu'ils le font. Ils veulent de l'argent, mais nous n'en avons pas. Un jour, ils me traînent dehors. Je suis faible, je saigne. Je souhaite qu'Allah me délivre de cette douleur. Un ravisseur me tend un téléphone et me dit d'appeler ma famille. Je suis si confus que je me demande pourquoi. Pour leur dire que tu es vivant. Vous ferez cela pour moi? Pour de l'argent idiot. Dis-leur que tu es vivant, mais que s'ils ne nous envoient pas d'argent, tu ne le seras plus pour longtemps. En tremblant, je compose le numéro de téléphone. Assalamu alaikum. Maman, maman, Ousmane, où es-tu? Est-ce que ça va? aide-moi maman, je suis vivant mais j'ai besoin que tu m'envoies de l'argent ou ils me tueront. Qui? Combien? Un des hommes me pousse au sol, attrape le téléphone et parle à ma mère. Une fois qu'il a posé le téléphone, il me regarde et me dit: Je lui envoie juste quelques vidéos que nous avons de toi pour qu'elle se souvienne. Tu pourras l'appeler de nouveau demain. De retour dans la cellule, un groupe d'hommes parle à voix basse. 4 filles d'une cellule voisine n'avaient personne pour envoyer de l'argent. Un homme est venu les chercher. Elles ont été vendues pour de la prostitution. La porte s'ouvre et un jeune homme est jeté à l'intérieur. Son visage est couvert de sang et il a l'odeur du vomi. J'ai entendu dire qu'il venait d'Érythrée. Sa famille a tout vendu et ils utilisent maintenant Facebook pour collecter des fonds pour sa libération. C'est la 3e fois qu'il est vendu. Je me réveille le lendemain et on me fait immédiatement sortir de la cellule. Les gardiens rient, boivent du thé et fument des cigarettes. Ils me passent un téléphone et ils me disent de composer un numéro. Ma mère parle vite. Mon oncle a viré l'argent, il est en colère contre moi. Mes ravisseurs disent qu'ils vont organiser la traversée mais que je dois payer plus ou travailler pour eux. J'accepte de travailler et une fois la rançon reçue, on me met dans un camion citerne percé de trous qui m'amène avec quelques autres garçons de bon âge dans un ghetto du nord du pays. Là-bas, ils nous louent pour une journée par-ci, une semaine par-là. J'ai trop peur de la police pour m'enfuir. Je ne peux pas être mis dans un centre de détention et vendu comme beaucoup sur le marché des esclaves. Au bout de quelques mois, j'apprends que ma mère a vendu le bijou que mon père lui avait offert pour le mariage. Alors que je suis assis avec les autres garçons, fatigué après une longue journée de travail, un de passeurs vient me dire que c'est l'heure, qui partira dans 2 jours. Il fait nuit. J'ai fait mes ablutions avec de l'eau de la mer. J'ai le goût de sel sur mes lèvres. En priant, je ressens la paix. Je suis apaisé par le bruit des vagues qui s'écrasent lentement sur le rivage. Je me dirige vers le dîne où 130 d'entre nous se cachent en attendant de monter à bord d'un bateau. Rassemblés, nous gardons le silence de peur d'alerter le garde-côte. À côté de moi, une femme berce son bébé. Nous serons bientôt en Europe, mon amour. Vers minuit, nous sommes conduits à un bateau pneumatique amarré à quelques mètres de là. Les femmes et les enfants s'assoient au milieu, je m'achevale sur le bord. Un migrant est chargé du moteur. Dès que nous démarrons, le passeur saute du bateau et retourne sur la rive. Après une nuit et un jour de navigation paisible, la mer devient turbulente. Le bateau s'agite, les femmes crient, les enfants pleurent. J'entends les hommes prier Allah. Pétrifié, je m'accroche de toutes mes forces alors que les vagues s'accrochent autour de nous. Je ne sais pas nager. Une fois la tempête passée, nous découvrons que le moteur est en panne. Nous n'avons aucune idée de l'endroit où nous sommes, ni de la direction dans laquelle nous nous dirigeons. Nous dérivons durant des jours. Certains des passagers rencontrent qu'il y a de moins en moins de missions de sauvetage en mer. Bientôt, nous n'aurons plus d'eau. Certains commencent à délirer. Les cris des enfants ne sont plus que de faibles gémissements. Une femme à mes pieds me tend un papier. Si nous ne survivons pas, appelle mon mari. Dis-lui que nous avons essayé. Finalement, nous apercevons un bateau au loin. La peur me saisit. Si ce sont les gardes-côtes libyens, nous allons être envoyés dans un centre de détention. Après tant d'efforts, l'échec n'est pas une option. Soudain, des cris de joie éclatent autour de moi et des gilets de sécurité nous sont lancés. C'est un bateau européen, nous sommes sauvés. Sur le pont, le médecin s'occupe des plus faibles. On me donne une couverture et de l'eau. Je m'assois parmi les autres, épuisé. Un homme vient prendre nos noms. Je lui dis que je m'appelle Ousmane, que j'ai 17 ans et que je viens du Mali. Il demande à avoir mes papiers, mais je ne le sais pas. Il nous faut 2 jours pour atteindre le continent. Nous rions et sautons d'excitation lorsque nous voyons le rivage s'approcher. Enfin, je suis arrivé.
Peu après le débarquement, des hommes et des femmes nous accueillent et nous mettent en groupe selon l'âge et le sexe. Je regarde autour de moi, je me dis qu'il doit y avoir une erreur. J'ai 17 ans. Je pense que je devrais être là-bas. Désolé, vous n'avez pas de papier pour le confirmer. En attendant, vous allez devoir vous rendre dans un centre pour adultes. Je hausse la tête et je suis les autres dans un bus. Je ne suis pas gêné par la confusion. Pour la première fois depuis 2 mois, je me sens en sécurité. Enfin en Europe, tant rêvé. En descendant du bus, j'apprends que nous avons été amenés dans un centre d'accueil temporaire pour migrants. Une femme nous guide vers une tente où l'on nous dit que nous allons être consultés par un médecin et recevoir des produits de première nécessité. Un médecin m'examine et me pose des questions. Mes origines, mon nom, mon âge. Quand je lui dis que j'ai 17 ans, il soupire. 17. Oui. Avez-vous des papiers sur vous pour les prouver? Non, mon sac a été volé dans le désert. Vous pouvez vous soumettre à des tests pour prouver votre âge, mais cela prendra du temps. Vous aurez probablement 18 ans avant que cela soit achevé, ce qui défie l'objectif. Mais je vais faire une note dans votre dossier. Je rejoins le fil et passe devant des tables où des volontaires distribuent des manteaux, des chapeaux. Une fois que nous avons terminé, on nous montre nos nouvelles demeures. Plus tard dans la journée, je téléphone à ma mère depuis la cabine téléphonique du centre d'accueil. Nous avons droit à 5 minutes chacun. Assalamu alaikum. C'est moi, c'est Ousmane, ton fils. Ousmane, où es-tu? Est-ce que ça va? Je suis en Europe, maman, je suis arrivé. Dieu merci, je suis si heureuse. J'étais si inquiète, si inquiète. Je suis dans un centre d'accueil temporaire, mais bientôt je serai prise en charge. Je recevrai mes papiers et je pourrai rejoindre oncle Modibo. Je suis tellement soulagée, Ousmane. Des jours, des semaines, 2 mois passent sans que rien ne soit fait. Coincés dans les centres, nous ne pouvons pas travailler. Il y a peu de cours, pas de formation. La vie est en pause. Les jours sont monotones. Mon 18e anniversaire va et vient comme l'a dit le médecin. Beaucoup errent sans but dans les villages voisins et reviennent au centre le soir. Sinon, ils perdent leur place. D'autres décident de partir et risquer leur vie dans la rue. J'entends dire qu'ils installent des camps de fortune qui sont souvent détruits par la police. Ils trouvent des petits boulots qui ne rapportent que des sommes dérisoires. Ils vivent dans la crainte d'être pris sans papier et renvoyés chez eux. Les rumeurs commencent à se répandre dans les centres selon lesquels il est en train de fermer. Le gouvernement a mis en place des mesures pour freiner l'immigration. Apparemment, seuls certains seront relogés. Et les autres? Notre vie n'a pas de valeur? Un jour, mon oncle me téléphone. Il m'a trouvé un travail avec un vieux ami dans le nord de l'Italie. Mais je vais rester ici et demander l'asile. Je ne vais pas vivre sans papier dans la rue. Tu ne vivras pas dans la rue. Mon ami t'aidera. Tu n'auras pas l'asile. Depuis combien de temps es-tu là à dépérir? Tu pourrais y rester encore des mois. Et ça seulement si ces rumeurs de fermeture s'avèrent fausses. Sinon, tu seras à la rue. Pars, gagne de l'argent. Si tu restes, ils te forceront à repartir et tu n'auras même pas essayé. Quelques jours plus tard, je fais mes bagages et je prends un bus pour rejoindre l'ami de mon oncle. En fin de soirée, je descends du bus dans un petit village du nord de l'Italie. Abdoulaye, l'ami de mon oncle, m'aperçoit. Après m'avoir serré la main, on monte dans une voiture. As-tu fait un bon voyage? Oui, merci. Nous parcourons les routes sinueuses en silence jusqu'à ce que nous atteignions une ferme. En descendant, Abdoulaye indique une vieille remise. Viens, je vais te présenter aux autres. Les autres? Oui, j'embauche beaucoup de jeunes migrants pour travailler ici. Elle pousse la porte et j'ai une sensation de malaise dans l'estomac. Des jeunes hommes sont assis sur de vieux matelas. 2 font la cuisine sur un fourneau. J'ai peur, ce n'est pas ce que j'avais imaginé. Écoutez tous, voici notre nouvelle recrue Ousmane. Il est arrivé en Italie il y a quelques mois. Mokhtar, montre-lui le faisselle. Il commencera demain. Alors qu'Abdoulaye s'en va, Mokhtar me fait signe de m'asseoir sur un matelas. Un autre homme mettant un bol de nourriture à l'aspect trouble. Je mange lentement, en cachant les larmes qui jaillissent. La vie à la ferme est dure et impitoyable. Tous les jours, nous nous levons à 4 h du matin pour commencer à travailler et nous ne finissons que tard dans la nuit. Nous cueillons des fraises car c'est la saison. Nous avons des quotas importants qui nous sont impossibles à atteindre. Quand nous ne réussissons pas, on nous bat et on nous prive de nourriture. Un jour, je téléphone à mon oncle. Il me dit que c'est un travail et que bientôt il sera possible de voyager en Allemagne. Je regarde autour de moi, certains sont ici depuis des années. Je ne pense pas que je vais avoir l'opportunité de partir aussitôt. Une nuit,
J'entends un bruissement. 3 migrants font leur sac. Que faites-vous? On part. Nous travaillons sans relâche ici comme des esclaves. Et nous n'avons presque pas de nourriture. Nous allons passer la frontière pour rejoindre nos familles en Europe du Nord. Je peux venir? Oui, sois rapide. Nous traversons les montagnes en direction de la Suisse. Un des migrants me dit que les personnes qui tentent de traverser en hiver risquent de mourir de froid. Bientôt je me sens à la traîne, je suis fatigué. Je suis encore dans les sandales rugueuses dans lesquelles j'ai quitté le Mali. Soudain j'entends un vacarme au loin. La police a arrêté mes compagnons d'infortune et leur passe les menottes. Je me retourne et je cours. Pour aller où? Je ne sais pas. Le soir, il commence à pleuvoir. Je m'endors dans un abri abandonné. Je suis effrayé et seul. Après quelques jours aérés, j'arrive dans un village. J'ai faim et froid. Je me laisse tomber près d'une boutique et je me cache le visage dans les genoux. Une femme s'approche de moi et me pose quelques questions. Je réponds dans l'étourdissement. Elle me dit qu'elle travaille pour une ONG, qu'elle peut m'aider. Sans réfléchir, je me lève et je la suis. Je me réveille au son de voix au loin. La femme de l'ONG m'a obtenu une place dans une famille d'accueil d'urgence. Plus tard dans la journée, Katia vient me voir. Elle me raconte qu'elle-même vient de l'Afrique de l'Ouest. En retour, je lui raconte mon histoire et je remplis quelques papiers. Elle me tend un téléphone et j'appelle ma mère. Je pleure et je dis qu'elle me manque. Je veux que ça s'arrête. Une fois que je pose le téléphone, Katia m'explique les différentes démarches que je pourrais faire pour demander l'asile. Et après une longue pause, me demande si j'ai déjà entendu parler du programme de retour volontaire. Non, jamais. Ce sont des systèmes qui aident les migrants dans ta situation à retourner chez eux. Le programme organise ton voyage et aide à la réintégration à ton arrivée. Voici quelques informations. Prends le temps d'y réfléchir, je reviendrai dans quelques jours. En attendant, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Au cours des prochains jours, je dû lire les brochures 100 fois. Si je reste, ma chance peut tourner et je deviendrai riche, mais je risque de ne pas être en sécurité pendant un certain temps. Si j'accepte, non seulement je pourrai rentrer chez moi sain et sauf, mais je recevrai aussi une petite subvention, ainsi qu'une formation et une aide pour créer une entreprise à mon retour. La prochaine fois que je vois Katia, je lui dis que je souhaite être inscrit au programme. Elle m'aide à remplir tous les papiers et une fois mon nouveau passeport délivré, elle me réserve un vol pour Bamako. À l'approche de la date, je suis excité, bien qu'un peu nerveux. Est-ce que je prends la bonne décision? Katia m'accompagne à l'aéroport et en partant, elle me remet une enveloppe avec l'argent de la subvention et le contact de l'ONG qui m'aidera à mon retour. Alors que je prends place dans l'avion, un homme à l'arrière se met à crier. Sa demande d'asile lui a été refusée et il est maintenant en train d'être expulsé. Les policiers sont assis à côté de lui et le maintiennent. Je baisse les yeux, bouleversé. Ça aurait pu être moi si j'étais resté. Le passager à proximité commence à collecter de l'argent pour lui. Alors que je mets quelques notes de ma subvention dans la cagnotte, je chuchote. Vous aussi, vous avez dû vivre l'enfer pour être ici. Je passe le voyage à regarder la terre au loin. Nous survolons les paysages familiers de la mer et du désert. Je pense à tous les migrants qui doivent être en dessous de moi et qui essayent de rejoindre l'Europe. Comme j'aimerais crier et leur dire de faire demi-tour, que cela ne vaut pas la peine de prendre ce risque. Bientôt la voix de l'hôtesse de l'air apparaît sur le haut-parleur pour dire que nous nous préparons à l'atterrissage. Je regarde en bas et je vois Bamako au loin. Je suis à la maison. Je sors de l'aéroport et regarde autour de moi pour trouver la personne de l'ONG qui allait m'accueillir. Je la repère et remarque que quelques autres jeunes hommes et femmes qui étaient dans l'avion avec moi y sont avec aussi. Alors que nous traversons Bamako, je regarde par la fenêtre pour admirer la vie. Je suis soulagé, heureux, nerveux. On nous amène dans un centre où on nous dit que nous pouvons rester le temps de nous réajuster et de discuter de notre avenir avec les travailleurs sociaux. Le lendemain, je rencontre Amadou, mon assistant social. Il me demande si j'ai un plan. Pas vraiment. Je vois dans ton dossier que ton père t'a laissé des terres. Il y a une école non loin de ton village où tu peux apprendre l'agriculture. Cela t'intéresse-t-il? Bien sûr. Quelques jours plus tard, je descends du bus dans mon village.
C'est la même chose que lorsque je suis parti. Les femmes remballent leurs étals au marché. Les enfants courent partout, les livres à la main, en revenant de l'école. Les hommes parlent au coin de rue. En arrivant chez moi, la porte s'ouvre et ma mère s'élance. Ousmane, Ousmane! On s'embrasse et on pleure. Mes frères et sœurs sautent de joie autour de nous. Au cours du mois suivant, je m'installe dans une routine. Je me réveille tôt le matin et je prends le bus pour aller à l'école. Là, avec d'autres personnes de mon âge, j'apprends l'agriculture. L'après-midi, je travaille sur la terre de mon père. Peu à peu, les produits commencent à pousser. Oignons, tomates, maïs, carottes, que ma mère vend au marché. Au fil du temps, ma ferme grandit. À partir d'une petite subvention que j'ai pu obtenir, je construis un deuxième puits, puis un troisième. Je commence à embaucher des gens pour suivre le travail. Ma mère continue à vendre au marché local, mais je vends aussi à des revendeurs de Bamako. Un jour, le frère cadet d'un ami vient me voir. Je sais que vous êtes allé en Europe, c'est pour cela que vous avez réussi. Je vais y aller aussi. Pouvez-vous m'aider? J'en ris. Je lui raconte mon histoire, la mort de mon père, mon choix de partir, le voyage pénible, le retour. Les garçons a l'air choqués. Je ne le savais pas. J'aurais aimé le savoir, mais regarde ma vie maintenant. L'Europe ne m'a pas donné ça. Je le construis moi-même au Mali. Je m'assois sur ma chaise et je regarde mes champs de produits. Ma mère vient s'asseoir à mes côtés. Ma sœur Fanta me regarde fièrement. Je ne pouvais pas demander mieux.